Donc pendant 8 jours et 8 nuits, cette personne canalise ces moments-là où je me suis minimisée, où je me suis dit je suis pas assez, je fais pas assez, aussi aligné avec mon human design, parce que j'ai une ligne 6. La ligne 6 en human design, c'est celui qui déjà a. Bienvenue dans Oser réussir, le podcast qui décrypte les coulisses de la réussite d'entrepreneurs alignés, prospères et qui bâtissent des entreprises à haute valeur ajoutée. Aujourd'hui, on rencontre Julie UGS pendant cette interview. Pendant cette interview, Julie va nous expliquer comment elle a réussi à aligner au maximum sa vie avec son business, au point où elle arrive à générer jusqu'à 20 000 euros par mois en faisant uniquement 3 coachings par semaine. Je vous partage ça puisqu'elle a été vraiment à l'aboutissement de l'alignement et qu'elle nous partage vraiment comment elle a créé sa réussite grâce au Human Design, dont elle est experte, grâce à sa manière de voir l'entrepreneuriat et de construire une vie 100% sur mesure. Les amis, si vous êtes entrepreneur, coach, accompagnant, consultant aujourd'hui et vous vous demandez comment vous pouvez avoir une vie 10 fois plus alignée en mettant votre business à votre service, je vous garantis que cette interview est faite pour vous. Retrouvez Julie dès maintenant en interview. Et si vous sentez que vous faites partie de ces entrepreneurs qui avez l'impression que vous êtes dans le flou, vous avez l'impression que vous pouvez faire beaucoup plus, mais que quelque chose bloque depuis quelques semaines, peut-être quelques mois, et que vous voulez aller chercher au fond de vous les ressources pour bâtir une entreprise prospère qui va aller chercher les étoiles, je vous invite à réserver un rendez-vous avec moi, 40 minutes, où on va faire l'état des lieux de votre entreprise et on va dresser ensemble simplement le plan d'action le plus propice pour développer votre entreprise. En attendant, rendez-vous de l'autre côté. Salut Julie, Salut Alexis, comment vas-tu? ça va très bien, merci. Et toi? Très très bien. Alors tout le monde sait qu'on était en off avant, on a pu discuter un petit peu. J'avoue que je le dis souvent et de plus en plus, je lance l'enregistrement de plus en plus tôt parce qu'en fait sinon je commence à discuter à mort Ouais. avec les gens et je me dis ah on est en train de rater des trucs. Même si je sais qu'en général tout est parfait. Donc aujourd'hui on est avec Julie. Euh, c'est pour moi une personne qui m'inspire dans sa manière de réussir dans le business. Et je vais vous la présenter en une seule phrase. C'est comme ma manière de la voir. Pour moi, c'est une femme entrepreneur au grand cœur qui met d'abord son cœur au service de sa vie avec tous les outils qu'elle a. Euh, et et c'est vraiment une femme que vous devez suivre, à mes yeux en tout cas. Vous pouvez me dire non, mais une femme que vous devez suivre pour vraiment peut-être vous décomplexer, de vous dire ouais, mais je réussis pas comme les autres. Alors je dis pas qu'elle réussit pas comme les autres, je dis juste que elle, à travers mes yeux, elle a créé en fait un écosystème, une manière de faire qui lui permettent de se respecter en tout cas. Donc voilà, ça Mm. c'est ma petite présentation et je vais t'inviter de faire le même exercice en une seule phrase. Est-ce que tu pourrais te présenter? Bah déjà, merci Alexis pour ta présentation, et je me sens émue, donc ça me touche, donc Cool. merci beaucoup. Euh, Comment je pourrais me présenter en une phrase? Je pense que tu as déjà bien résumé, tu as mis l'amour au cœur de la présentation que tu as faite de moi, donc merci pour l'avoir vue et de l'avoir partagée à ton audience. J'ai, En fait, je pense que c'est ça qui me drive aujourd'hui, c'est l'amour des gens. Et, euh, et ce que je peux voir, c'est vraiment dans la connexion. Donc, comment je pourrais me décrire, c'est je suis une personne en fait qui me laisse guider par l'amour que je ressens pour les autres avant même l'amour que je ressens pour moi-même. Et ça a été aussi un challenge pour moi. Et c'est ce qui aujourd'hui m'a guidée là où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire j'accompagne les femmes entrepreneurs à s'apporter plus d'amour également avant d'en apporter uniquement aux autres. Trop bien. Ah, ça c'est intéressant. C'est déjà un premier partage qui, moi, me fascine. C'est que tu apportes aux gens ce que tu as eu du mal, en tout cas, entre guillemets, bien sûr, hein, à Mhm. t'apporter toi. Oui, Euh, Ça me permet d'aller voir un peu plus dans les coulisses de ton business. Juste pour retracer un petit peu, ouais. assez rapidement, parce qu'en général, le parcours, moi, je le brosse rapidement et Mhm. après, on va vraiment dans les coulisses. Mais euh, est-ce que tu as toujours été une femme entrepreneur ou pas du tout? Je pense que quand j'étais plus jeune, j'ai été une fille qui suivait les autres. Donc j'étais une Ok, suiveuse.
Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment initier l'idée. Et j'ai incarné en fait les qualités de l'entrepreneuriat à partir de mes 18 ans, à partir du moment où j'étais à la tête du bureau des élèves de mon école de commerce. J'ai été présidente du bureau des sports et c'est à partir de là où j'ai fait preuve de plus de leadership et que j'ai incarné en fait ce leadership que je ne me connaissais pas. Hmm. Ok. Et t'es à ton compte depuis combien de temps? Depuis 3 années maintenant. Ok. 3 années. Et du coup, qu'est-ce que tu faisais avant? J'étais responsable de département achat dans des multinationales. Ok. Donc, au premier abord, Ouais. rien à voir avec l'entrepreneuriat. Bah, rien à voir, pas vraiment parce que en tant que responsable de département, on a quand même la coordination avec beaucoup de départements différents. Beaucoup, c'est ce qu'on retrouve en tout cas Hmm. en tant qu'entrepreneur, on commence souvent Ouais. solopreneur. Et et il y avait aussi ce côté un peu je me débrouille et je dois guider aussi les autres et je manage aussi les gens, ce que je fais aujourd'hui avec mes collaborateurs et mes clients par exemple. Donc, je Génial. trouve que ça se ressemble beaucoup. Il y a beaucoup de traits que je retrouve et j'ai vraiment pu faire le lien entre l'entrepreneuriat et ma vie, de même depuis que je suis petite, même en tant que suiveuse au final. Hmm. Déjà, je trouve que c'est un partage assez fascinant pour les personnes qui sont sur le point peut-être de se lancer, ou qui réfléchissent à se lancer dans l'entrepreneuriat, ou qui sont lancés depuis un petit bout de temps, qui se disent, oui, mais j'y connais rien à l'entrepreneuriat, j'ai jamais été touché par ça, ou de près ou de loin. Et le premier partage que toi tu nous fais, c'est que, bah, en fait, tous les traits de caractère peut-être, ou toutes les compétences, enfin, peut-être pas toutes, mais une bonne partie, tu les as déjà exploitées à travers ton boulot d'avant. Tout à fait. Qu'est-ce que ça a changé pour toi? De l'avoir déjà exploité? Ouais, Beaucoup plus de sagesse, je dirais. Tu sais, c'est un peu comme les gens qui savent pas nager, qui sont dans l'eau et qui se débattent. ouais, Du coup, c'est un peu comme si je retrouvais un élément qui est pas complètement identique. Par exemple, si j'ai été habituée à nager dans des eaux douces à 25-30 degrés et que tout d'un coup, je me retrouve dans la mer du Nord à 10 degrés, ben en fait, je saurais quand même nager. C'est juste que l'adaptation se fait après un certain temps. Donc, c'est vraiment ce que j'ai hmm, ressenti moi quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. C'est j'arrive dans de l'eau qui m'est inconnue. Et puis, bah, comme je sais nager, je prends le temps de m'adapter à la température pour trouver ça finalement confortable dans l'inconfort. ok, j'aime bien ça. Donc, tu te lances il y a à peu près 3 ans. Ouais, Euh, Est-ce que ça a été tout rose jusqu'à aujourd'hui? Ou est-ce pas que... du tout. ok. Pas du tout. Est-ce que, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, genre, comment ça s'est passé en 3 ans? Est-ce que tu as eu tout le temps Ouais, la même cible? Est-ce que tu as toujours ouais. fait la même chose? Comment ça Alors, s'est passé? pour être honnête, c'était il y a 4 ans. Ça Ok, fait 3 ans que je suis coach, mais ça fait 4 ans que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et la première année, j'ai essayé de lancer une plateforme de revalorisation des déchets parce que d'accord. à ce moment-là, la valeur écologique avait une grande place dans ma vie. Et en fait, j'ai été un peu trop visionnaire, les gens n'étaient pas prêts, mes partenaires n'étaient pas prêts. Donc, au bout d'une année, je me suis dit, OK, je ferme ce projet-là, je ferme ma boîte et je décide d'en rouvrir une nouvelle. Et Ok. c'était du coup une entreprise de coaching. Donc, ça n'a pas toujours été rose parce que bah, je pense que j'ai du mal à trouver ma patte dans ce monde entrepreneurial et beaucoup de gens, beaucoup de choses. J'entendais beaucoup de choses et souvent, je trouve qu'on est influencé par des figures d'autorité que nous pensons qui savons mieux pour nous. Et en fait, on fait par imitation. C'est un peu comme quand on est enfant. Au final, on imite nos Hmm. parents jusqu'à trouver notre propre voie. Et c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Je me sentais un peu comme une enfant dans l'entrepreneuriat qui apprenait avec des parents. Et au final, à force de faire du mimétisme, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui me convenaient pas du tout. Et c'est là où j'ai développé ma propre manière. Ok. Je voudrais juste revenir sur ta première année d'entrepreneuriat. Est-ce que tu as réussi à générer de la rémunération? Est-ce que tu t'es Pas du tout. payé?
Non, pas du D'accord, tout. ok. Je me suis pas payée. J'ai généré 0 € de chiffre d'affaires. Et par contre, D'accord. j'en ai dépensé près de 10 000 la première Ok, année d'accord. pour mon projet. Fascinant. Alors, pour la petite anecdote, pour remettre le contexte, aujourd'hui, Julie, c'est une personne qui... Alors, je ne sais pas combien tu génères. Je t'avouerai que ce n'est pas quelque chose qui m'a intéressé au premier abord. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, tu pourrais nous dire, bah, Ouais. en moyenne, combien tu génères de chiffres par mois? Alors, ça dépend des mois. Je génère entre 3 000 et 22 000 € par mois. D'accord, ok. Donc, en attendant, ça veut dire que tu as au moins une activité avec laquelle tu te rémunères et Oui, qui fonctionne. oui. Ok. C'est fascinant parce que c'est ça qui me fascine dans les coulisses de la réussite, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait dire, ah bah Julie, elle est épanouie, elle avance dans son business. Et peut-être que d'ailleurs, tu vas nous dire, bah, je suis épanoui, mais j'ai des trucs que j'aimerais bien revoir. Ouais. Mais quand on voit vraiment par où tu es passé, là, on voit vraiment en fait, le parcours et une sorte de réalignement Mm, par rapport à ça. Donc toi, la première année, tu avais un projet qui n'était pas du tout dans le coaching, mm. qui était vraiment dans la revalorisation des déchets, donc c'était plutôt industriel du coup. Ouais, très industriel, c'est-à-dire en fait, je voulais lancer une plateforme comme Etsy, mais uniquement pour l'upcycling, donc la seconde vie de produits et avoir une plateforme de revente internationale en fait. Ok. L'état d'esprit, c'était une sorte de Vinted ou Ouais, d'autres types de Vinted, produits. Etsy, pour des produits qui sont revalorisés, c'est-à-dire que par exemple une ancienne raquette de tennis, celle de ton grand-père, Ouais. en fait, en faire un miroir et en faire un objet de déco avec une Ok. histoire, avec l'histoire du créateur, est-ce qu'il a trouvé l'objet, etc. Donc toute une histoire, et ça peut être une histoire très importante pour la personne qui en fait accorde beaucoup de valeur à la raquette de tennis de son grand-père, mais qui la laisse dans la cave parce qu'il ne s'en sert pas, il joue pas au tennis, elle est trop vieille, elle sert à rien. Par contre, là, lui redonner de la valeur, une autre vie. Et c'est ça qui m'intéressait vraiment dans le surcyclage, en fait. C'est redonner de la vie à des choses qui ont un sens important pour la personne, mais qui n'a plus d'utilité. Ok. Et qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, au bout d'un an, tu t'es dit, bon, j'arrête, je passe sur une autre industrie, en fait. Alors déjà, j'avais fait un business plan, donc je m'étais dit que si au bout d'une année, en fait, je suis pas à certains jalons, je laisse Mhm. ce projet. Donc je m'étais déjà fait à l'idée de Ok. devoir fermer. Et je sais que si j'avais continué, j'aurais pu le lancer, mais c'est juste, j'avais pas envie de donner plus de ressources au-delà de la première année si j'avais pas passé un certain jalon. Hmm. Donc ça, c'était vraiment, c'est comme tu me disais tout à l'heure, en quoi mon expertise et mon expérience est au service de l'entrepreneuriat, c'est ça en fait. Je suis une businesswoman avant tout. Donc Hmm. je suis pas venue de nulle part et j'ai quand même des compétences au niveau business. Et ensuite, c'est parce que les créateurs avec lesquels je collaborais m'ont dit en fait, ce que tu nous as beaucoup apporté, c'est le côté mindset. Parce que eux, ils me disaient, oui, on est pendant le Covid, on vend pas sur les marchés, etc. Et moi, je leur ai dit, mais au lieu de voir tout ce que vous ne pouvez pas faire, raccrochez-vous à qu'est-ce que vous pouvez faire. Moi, je vous propose une option. Par contre, oui, c'est un coût, c'est 20% de commission pour être sur ma plateforme, mais regardez les opportunités. Donc, j'étais déjà très fort dans le mindset. Et en fait, à force que les gens m'ont dit, mais en fait, heureusement qu'on t'a rencontré pendant le Covid, parce que même si on ne travaille pas avec toi sur cette plateforme, au niveau mindset, il y a des shifts. Donc, ils se sont digitalisés, ils ont utilisé Instagram, etc. Ils ont fait de la pub. Tout ça grâce au déblocage mindset. Et aussi mes proches qui m'avaient dit, en fait, pendant le Covid, quand on était au bout du rouleau, bah, c'est souvent vers toi qu'on s'est tourné et ça nous a toujours fait du bien de te parler, de t'entendre ou de te lire. Et en fait, c'est là où je me suis formée au coaching parce que je me suis dit, en fait, je sens que ça m'appelle. Les gens viennent vers moi pour ça, pour être boostés, pour retrouver de la clarté, pour avoir de bons conseils. Et puis, je voulais pas juste être une conseillère. Je voulais vraiment avoir cette casquette de questionnement pour que les gens puissent trouver leurs propres réponses. Ok. Donc finalement, l'univers t'a mis sur une autre voie, mais une voie qui Ouais, était peut-être. exactement. Est-ce que tu dirais que cette première année, c'était un passage obligé pour découvrir cette voie-là ou... Ouais, je pense. Parce que je pense que c'est un peu comme l'effet papillon. Si tu ne passes pas par certaines étapes, tu peux pas découvrir certaines facettes de ta personnalité, de ta vie et comprendre tes forces et sur lesquelles tu peux capitaliser. Hmm. Et je pense que c'est parce qu'on est passé par le Covid et moi par cette expérience et que les gens m'ont fait ce feedback-là dans le pro
Et dans le perso, c'est ça qui m'a amené à m'interroger sur, OK, je suis douée pour ça, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Ok. Et alors déjà, merci pour ce partage parce que pour moi, tu viens aussi déculpabiliser toutes les personnes qui mettent un coup d'arrêt à un projet. Mm. Euh, Finalement, c'est pas un projet qui est en vain. C'est-à-dire que ce que tu as mis en place pendant un an, ok, ça n'a pas abouti tel que Mm. toi tu le voulais, mais ça a abouti à quelque chose. Oui, ça aboutit à quelque chose et je vois ça comme quelque chose de plus grand. C'est-à-dire que Ok? malgré moi, j'ai aidé des personnes à shifter leur mindset et à développer leur entreprise. Aujourd'hui, il y en a certains qui ont décollé et qui ont appris à se digitaliser, qui ont vu l'opportunité via Internet alors qu'ils voyaient que par les marchés en présentiel. Donc, pour moi, ma mission a été, on va dire, rempli à ce niveau-là, au niveau de l'impact que je voulais avoir. Et c'est moi, ça m'a appris aussi à, OK, en fait, on peut très bien monter une entreprise, la fermer et aussi se débrouiller seule parce que j'étais toute seule dans ce projet. J'ai trouvé des collaborateurs, j'ai négocié des contrats avec UPS, FedEx, etc., des plateformes, contacté Vinted, Etsy, etc. Donc, c'est des choses que j'aurais pas du tout fait, en fait, en temps normal. Donc, c'est vraiment sortir de ma zone de confort, aller découvrir les behind the scenes, me baquer au niveau légal parce que je pense que ça a beaucoup plus d'impact quand tu as des produits physiques que quand tu vends des services en ligne. Donc voilà, au niveau légal, j'ai eu beaucoup de connaissances que j'aurais jamais eues aujourd'hui si je n'étais pas passée par ce cheminement. Et voilà, tout ce qui est gestion de litige, des plaintes, etc., c'est quelque chose qui est beaucoup plus touchy quand on est une entreprise avec des biens physiques qu'avec des services, par exemple. Donc Hmm. j'ai été sûre, documentée, on va dire, mais au service aujourd'hui de la compagnie que j'ai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je suis en société, quoi. Ok. Trop bien. Ça me plaît déjà. Non, mais on apprend vraiment beaucoup de choses. Et ça humanise encore plus. Alors, je trouve que tu es déjà très, très humaine sur les réseaux sociaux et je suis pas du tout étonné de la personne que je redécouvre aujourd'hui, parce que je connaissais un petit peu avant. Donc, c'est assez cool, mais je trouve que ça humanise encore plus le parcours que tu as toi et qui va nous permettre encore d'avancer un petit Mhm. peu plus. Donc, en gros, Yes. il y a 3 ans, du coup, tu te lances dans le monde du coaching, dans l'industrie du Yes. coaching. Euh, Moi, j'ai le sentiment, en tout cas, que tu as une particularité assumée. Alors, je dis bien ça volontairement parce qu'il y en a plein qui ont des particularités. J'estime que dans l'industrie du coaching, si on n'a pas de particularité, on tombe un peu dans les oubliettes. Tu as une particularité, c'est que tu es formé à énormément de choses, du chamanisme au coaching profond, parce que je crois que tu t'es Mhm. formé aussi avec Ouais. David Laroche, j'ai vu passer ça. Ouais, David Laroche, Julien Musi. Ouais. Tu as cette particularité de l'assumer et de la mettre en avant. Donc, il y a 3 ans que tu te lances. Est-ce que tu t'es dit tout de suite, je me forme à fond, ou est-ce qu'il y a des choses où tu t'es dit, bon, là, je sais que je me formerai, mais par contre, il y a des choses, il y a des formations qui m'appellent 10 fois plus. Comment ça Ouais. s'est passé il y a 3 ans? Alors déjà, la première formation dans laquelle j'ai investi, c'était une formation sur Instagram parce que je voulais faire connaître ma plateforme via les réseaux Ok. et parce que beaucoup de créateurs d'objets d'art étaient sur Instagram déjà. Et je me suis formée sur comment vendre via Instagram. Donc ça, c'était la toute Hmm. première formation que j'ai prise. Et ensuite, il y a vraiment eu un peu ce syndrome de l'imposteur où une de mes connaissances m'a dit, quand je me suis reconvertie en coach, elle dit, ah ouais, tu vois, c'est trop la mode depuis le Covid. Les gens se sont autoproclamés coach, alors que, genre, toi, tu étais responsable achat et t'es coach aujourd'hui, mais rien à voir, c'est vraiment n'importe quoi. Là, c'est venu me piquer. Et en fait, je me suis dit, ben, si je dois avoir juste un diplôme pour montrer patte blanche, bah, c'est ce que je vais faire. Donc, je me suis formée en intensif avec une formation en ligne australienne et juste pour avoir un diplôme, pour montrer patte blanche et fermer la bouche des personnes qui disaient je ne suis pas certifiée. Et au final, ça m'a pas apporté grand-chose parce que les compétences, je les avais déjà en tant que manager. Et c'est après, Mhm. quand je me suis formée au coaching profond, où là, j'ai développé vraiment des compétences qui sont beaucoup plus poussées en tant qu'accompagnante dans le coaching. Ok. Tu as une particularité, c'est que tu t'es formé, alors j'ai l'impression, moi, que tu t'es formé vraiment
en profondeur, encore plus en profondeur que certains dans le human design. Ouais. Je me permets de l'aborder aujourd'hui parce que, déjà, parce que ça fait partie de toi et que c'est super Mm. important. Que je suis très curieux, moi, à travers le human design parce que ça amène une facette qui me fascine et qui est un peu une obsession chez moi, c'est ramener du pragmatisme et du cartésien scientifique dans la spiritualité. Mhm. Mais t'en as fait vraiment un peu ta patte, on va dire. Mhm. Ouais. Quand est-ce que tu découvres le human design? Je découvre parce que j'avais pris le bundle catching de Geneviève Gauvin. Ok. C'est le catching numéro 2 de mémoire. Et dedans, il y avait une introduction au Human Design par une Canadienne. Et ça m'a intéressée parce que bah, à ce moment-là, je suis entrepreneur débutante. Donc, bah, Mhm. j'ai le temps. Et donc, cette ressource de temps, je la mets au profit de ces formations. Je crois qu'il y avait entre 10 et 15 formations. Je les fais toutes. Et donc, elle m'initiait au Human Design et je me suis dit, ah, bah, c'est intéressant, c'est un outil de connaissance de soi, sachant que moi, je manageais mes équipes déjà avec l'outil du disque management avec les couleurs. Mhm. Et donc là, je me suis dit, c'est intéressant parce que c'est basé, comme l'astrologie, sur la date de naissance, le lieu de naissance et l'heure de naissance. Donc, on peut pas se bullshiter. C'est pas genre, tu Mhm. réponds quelque chose que tu as envie d'être ou tu réponds un truc un peu à côté de la plaque et tu as un résultat qui correspond pas vraiment à qui tu es. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant et puis après, oui, j'ai commencé à voir ce que c'était le human design et quand j'ai découvert ce que c'était, ça m'a intéressé. Comme toi, j'ai un côté très pragmatique et puis ça répondait à mes questions justement de ce côté un peu cartésien qui voulait pas être trop non plus perché et je trouvais que c'était un outil qui rassemblait plusieurs outils qui me permettaient moi de m'y retrouver entre le côté spirituel et cartésien. Ok. Juste en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous présenter le human design pour les Ouais, personnes qui connaissent pas et surtout oui, le présenter à travers tes yeux? Parce que moi, ce oui. qui m'intéresse, c'est de voir comment tu le vois en fait. Ouais, alors le Human Design, en fait, c'est un outil qui a été canalisé. Donc, canalisé, c'est qui a été, on va dire, reçu en tant qu'enseignement de manière un peu spirituelle. C'est-à-dire qu'un homme a canalisé donc, cet outil. Canalisé, quand je dis, ça n'a rien de vraiment what the fuck, hein. C'est vraiment, nous sommes canal, donc on a un lien entre quelque chose et une autre chose. Donc, c'est comme un tuyau. Quand je parle à mes clientes cartésiennes, je dis c'est un Mhm. tuyau. Ça va, il y a une entrée, il y a une sortie. Donc, c'est vraiment ça. Il n'y a rien de ouf. Et donc, par contre, ce qui est un peu ouf dans cet outil, c'est que la personne n'a rien demandé et elle reçoit ces informations, mais elle ne sait pas à quoi ça sert. Donc, pendant 8 jours et 8 nuits, cette personne canalise beaucoup d'informations qu'elle ne comprend pas, elle les écrit et en fait, plusieurs années plus tard, elle arrive à les décrypter. Donc ça, c'est le côté un peu mystique de l'outil. Après, c'est un outil qui rassemble, je le regardais juste avant qu'on commence l'enregistrement parce que c'est assez technique. C'est vraiment pour moi un outil qui est un peu, qui rassemble un peu le côté spirituel et cartésien parce que il y a une partie tangible, donc tout autour de la génétique et de la physique quantique. On Mhm. parle des 64 clés génétiques, par exemple. On parle aussi d'un côté spirituel avec tout ce qui est chakra indien. Donc, les chakras indiens, il y en a 7 qu'on connaît très bien. Et dans le Human Design, il y a 9 centres énergétiques, par exemple. Et la Kabbalah, qui est l'outil, genre, on est un tout, c'est l'arbre avec toutes les branches, toutes les racines, etc. Et en fait, quand on regarde une charte en Human Design, on dézoome un petit peu. En fait, on voit que c'est un arbre, en fait, avec un tout qui entoure avec plein de chiffres, plein de choses autour. Donc, c'est vraiment cette image de la Kabbalique qu'on peut voir aussi visuellement. Et c'est aussi un outil systémique parce qu'il utilise l'astrologie en termes des signes astrologiques, mais également le I Ching, qui est un outil divinatoire chinois. Donc, on lance c'est des tiges sèches de Achillée millefeuille, qui est une plante sacrée. Comme je suis herboriste et praticienne chamanique, ça me parle. En fait, on les fait tomber et ça fait un code. Et ce code-là a une signification divinatoire et c'est ce qui est également utilisé au niveau du Human Design. Donc, pour moi, ça répond aussi au côté spirituel et pragmatique via ces 6 outils différents qui sont rassemblés en un seul, quoi. Génial. Et une chose qui m'est venue en tête, c'est tu l'utilises avec tous tes clients? Pas du Non. tout. Non, pas du tout. J'ai des clientes musulmanes
qui, par exemple, dans l'islam, c'est pas autorisé l'astrologie. Donc, Ok, d'accord. bah, comme il y a de l'astrologie, on l'utilise pas. Mais j'en ai pas besoin. C'est un plus, en fait, qui peut m'aider à poser des questions plus spécifiques, plus pertinentes, un peu droit au but. Je donne souvent l'exemple qu'au lieu de poser peut-être 5 questions de coaching classique, je vais en poser une et je vais être pile au bon endroit pour la personne parce que j'ai sa charte Human Design sous les yeux, par exemple. Ok. Par contre, tu la recherches pour tous tes clients ou pas? Avec leur accord. Ouais, D'accord, ok. ouais. Ok. C'est-à-dire que pour tous tes clients, avec leur accord, bien sûr, tu fais cette charte, en tout cas, tu vas faire Mhm. ta recherche. Euh, Après, tu l'utilises pas. Ça, c'est toi qui vois en fonction de ce que Ouais. tu estimes avoir besoin, en tout cas. Exactement. Je peux avoir, par exemple, une cliente qui va me dire, j'ai du mal à définir mes objectifs, je procrastine énormément. Ben, je vais peut-être voir dans sa charte où d'où ça vient et donc lui dire, ah oui, mais attends, là, tu t'y prends pas correctement parce que ton fonctionnement naturel, inconscient, c'est d'utiliser plutôt cette méthode. Est-ce que si tu te reconnectes à ça, est-ce que tu fermes les yeux, est-ce que tu visualises, est-ce que tu ressens dans ton corps? Ou est-ce que tu le ressens? Je vais plutôt la guider de manière plus énergétique en m'appuyant sur sa charte, par exemple. Génial. Enfin, moi, j'ai été bluffé parce que Julie m'avait fait un retour et un partage, en tout cas, très généreux suite à l'interview. Alors, je crois que c'était de Pierre David, Oui. où justement, moi, j'ai discuté avec Pierre dans l'interview en disant, il me disait que lui, il avait une stratégie de prospection à lui, c'est-à-dire qu'il propose beaucoup de contenu et l'idée, c'est que les gens viennent à lui. Ce qui m'a beaucoup parlé, parce que moi, la prospection, c'est quelque chose qui est un peu compliqué, ça me demande beaucoup d'énergie. Et Julie m'envoie un message en me disant, ah, tiens, toi, tu dois être, alors, je crois que ça doit être projecteur, un truc comme ça. Mhm. Ouais. Et en effet, de ce que tu m'as partagé et des petites recherches que j'ai fait derrière, j'ai fait, ah ouais, en effet. Et je trouve ça assez fascinant, en fait, comme outil. Et aujourd'hui, toi, comment le Human Design, il t'aide au quotidien? Et d'ailleurs, Mhm. première question, est-ce qu'il t'aide toi-même au quotidien? Ouais, complètement. Euh, déjà, pour savoir où est-ce que je vais allouer mes ressources, donc en termes de temps, effort et argent, notamment. Ok, Donc ça m'aide énormément. Donc prendre les meilleures décisions par rapport au moment T. Dans mes interactions, ça me sert énormément et même dans la manière de coacher mes clientes. Donc, ok, par exemple, j'ai donné un exemple de jeudi suite à la séance que j'ai eue avec le mastermind que, euh, que j'ai au sein de mes accompagnements. Il y a une cliente qui me pose des questions et en fait, je lui dis, OK, comment tu reformulerais ton challenge? Elle me le reformule et là, j'ai tout qui sort. Mais c'est parce que moi, j'ai un type énergétique qui est je suis générateur, j'agis en réponse. Et donc, quand on me pose une question, c'est très fluide pour moi. J'ai un canal en Human Design, sans aller trop dans les détails, qui me permet de tout ce qui est conceptuel peut être très facile pour moi à partir du moment où c'est un sens pour moi. Et ensuite, moi, de le verbaliser de la manière la plus simple et efficiente pour la personne qui reçoit. Donc, en fait, ok, je rigolais, je disais, en fait, je suis Julie GPT. C'est pour mes clientes, elles me posent une question et je clarifie leur challenge, je clarifie les réponses. Et dans ma bouche, c'est très fluide, en fait. Et je m'adapte vraiment à mon audience. Et je pense que c'est ça, j'ai réussi à vulgariser le human design pour mes clientes. Et j'ai même des clients qui me disent, j'ai réussi à gamifier le coaching par la manière dont je pose les questions, par les exemples que je peux donner, etc. Et ça, je sais très bien que c'est ce canal-là. Et c'est un canal qui fait partie de ma mission de vie. Et une médium, une fois, m'a dit que j'avais le don de la parole. Donc, en fait, tout se rejoint euh, dans le human design, tout ce qu'on m'a dit, que ce soit en chamanisme, dans des séances de médiumnité, dans mes interactions avec les gens, en fait, tout ce que je vis, tout ce qui se manifeste dans ma vie vient confirmer, en tout cas, la base de mon human design. Et c'est pour ça que j'utilise pas mon human design pour dicter ma vie, mais comme un biais de confirmation qui va rassurer, comme un doudou, tu sais. Quand tu es un peu perdu, voilà, tu prends ton doudou. Bah, en fait, la charte Human Design peut être utilisée comme un point de repère pour les gens, pas pour dicter ce qu'on doit faire, mais pour nous confirmer que c'est la bonne chose. C'est un peu pour le mental, en fait. C'est comme si tu avais ok, ta notice, ton mode d'emploi, pour dire, attends, je me rappelle plus comment utiliser mon Thermomix. Bah, en fait, je reviens à la notice d'utilisation. ok. Ce que tu veux dire, en tout cas, ce que j'entends, c'est que le Human Design à ton service aujourd'hui,
euh, tu vas le questionner de temps en temps, même si tu le Ouais, connais encore. c'est ça. Ouais. Moi, je pars du principe où quand on l'utilise pour, comme source de nos actions, c'est ce qui va potentiellement nous mener à se mettre des étiquettes et nous mettre dans des cases. Alors quand on l'utilise en challenge, on vient le challenger, c'est là on reprend notre pouvoir de l'utiliser ou pas et de choisir à quel moment on va le regarder ou pas. Et ça, je trouve ça beaucoup plus puissant en fait, parce qu'on y va avec une intention, pas de manque ni de peur de mal faire, mais pour se rassurer, comme le doudou, quoi. Vraiment pour se rassurer, pour se dire, OK, en fait, ça vient me confirmer que c'est juste pour moi. Et du coup, je me sens mieux, je me sens en sécurité pour avancer. Ok. Ça a toujours été le cas, ta manière de l'apprivoiser, de l'utiliser, ou est-ce qu'au fur et à mesure des challenges et de ton parcours entrepreneuriat, Ouais. tu as remodelé en fait ta manière de J'ai l'utiliser? remodelé. J'ai remodelé parce que j'ai remarqué que certaines de mes clientes prenaient l'human design comme une excuse. Tu sais, en disant, bah attends, moi je Ok. suis Ah, projecteur, génial. donc je ne prospecte pas, j'attends l'invitation. Donc en fait, les nanas étaient comme ça et elles attendaient. Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est comment tu peux utiliser le human design au service de tes ambitions, au service du développement de ton business et pas t'en servir comme une excuse pour ne rien faire, en fait. Ok. Par exemple, pour ces personnes-là, tu leur disais quoi? Parce que moi, j'en connais. J'ai été dans ce cas-là, je pense qu'il y a pas loin d'un an, où j'ai une baisse d'énergie de dingue et je sentais que parfois moins j'en faisais, mieux ça venait, plus ça Ouais, venait. Sauf ouais, que ça a une énorme limite, c'est-à-dire qu'il c'est y a un moment ça. donné, si tu veux vraiment développer un business ambitieux, et même pas que, même rien que le fait de développer un business, l'univers a une limite qui est que ça t'apporte un petit peu, mais il faut quand même mettre un petit peu d'effort. Que- Qu'est-ce que tu as alors, proposé ou fait émerger chez tes coachés, qui sont Ouais. projecteurs par exemple, Hmm. euh, pour qu'ils développent leur business malgré le fait qu'on a quand même. Enfin, moi, de ce que j'ai compris du domaine un peu projecteur, c'est déjà essai-erreur, c'est-à-dire t'apprends et tu transmets. C'est le premier truc. Et en termes de prospection, c'est que tu donnes beaucoup. Et l'idée, c'est qu'à un moment donné, enfin, donne beaucoup, entre guillemets, hein, mais tu partages pour que les gens aient vraiment envie de travailler avec toi. Donc, moins Ouais, de prospection directe, sèche, ouais, je veux dire, ouais, c'est ça. mais plus une prospection qui est j'apprends à te connaître, j'apprends à apprécier ce que tu partages au point où on vient travailler avec toi. Hmm. Qu'est-ce que toi tu disais à ces fameuses personnes-là? Bah, ce que je dis à mes clientes qui sont projecteurs, et j'en ai beaucoup dans mes clientes, je les attire. Et c'est en fait, le projecteur, c'est quelqu'un qui a besoin d'être dans sa zone d'expertise et qui est assez laser. Donc, parfois, il est le projecteur, il est dans une étape beaucoup trop loin. Donc, ce que je lui dis, c'est vraiment de revenir au moment présent, parce que projecteur, c'est celui qui projette. Donc parfois, il a tendance à ne pas parler à son client idéal parce qu'il est déjà plus loin que l'état de conscience de son client. Donc je lui dis, bah, en fait, reviens à ton domaine d'expertise. Si ton domaine d'expertise, c'est par exemple enseigner l'astrologie, en fait, parle un maximum de ce que toi, tu trouves intéressant dans l'astrologie, comment ça peut aider les gens, parce que là, les gens vont raisonner avec ce que tu peux leur apporter. Si toi, tu vas pitcher, prospecter à froid les gens en disant, tu sais, est-ce que tu as déjà fait ton thème astrologique? Est-ce que nanana? Et en fait, les gens, ils vont dire, mais elle me saoule celle-là. Alors que en fait, là, ils vont attirer des gens qui voudront aller plus loin et apprendre, approfondir un domaine d'expertise spécifique. En fait, les projecteurs, souvent, ils s'éparpillent par peur de se nicher. Donc, en fait, Ouais. les projecteurs, c'est plus ils se nichent et plus ils sont reconnus dans leur domaine d'expertise et plus ils sont magnétiques pour les gens parce qu'ils vont attirer une typologie de personnes, c'est celles qui veulent vraiment approfondir et qui vont les reconnaître comme experts et qui vont en fait dire ah bah génial, en fait, si je veux me former en astrologie, c'est avec elle que je veux, pas avec une autre. Hmm. Ok. Et ça veut dire que j'ai l'impression que le human design, à travers par exemple le projecteur, il t'apporte à la fois une conscience de ton être Mm. et une conscience d'exécution. C'est ça. C'est en fait le human design, c'est vraiment ça. Il t'apporte un équilibre pour faire danser l'être et le faire. Et quand tu sais apprivoiser et que tu comprends ton fonctionnement,
tu arrives à faire danser ces deux énergies et pas être dans les deux extrêmes, soit pas dans le faire, 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 ou soit pas dans l'être passif, en fait, dans l'attente passive. Donc, on est vraiment en train de danser entre ces deux énergies et de trouver, en fait, où est-ce qu'on se sent le mieux. Et c'est là où on parle d'alignement. Ok. Euh, Là, on parle du human design à Mm. travers bon, euh, une typologie de personnes dans l'human design. On Oui, parle de projecteurs, il y en a d'autres. oui. Euh, Est-ce que ça a été simple pour toi au début de parler du human design alors que c'était, alors c'est peut-être à mes yeux, peut-être que c'est un peu Mm. euh, différent de ce qui se passait dans la réalité, pas trop répandu encore à l'époque. Ouais, bah quand j'en ai parlé, c'était, je me rappelle, dans l'incubateur 56 de Romain Collignon, hein, Mhm. c'est là où on s'est connus. Les gens, Ouais, ils connaissaient pas trop, en fait. Ils trouvaient ouais, ça, moi ils je pensaient connaissais que pas du c'était. tout, par Ouais. exemple, moi, je connaissais pas du tout. Donc, les gens disaient, le peu qui connaissaient un petit peu, qui en avaient entendu parler, ils associaient ça à l'astrologie, donc ça les intéressait pas. Par contre, c'est D'accord. moi ce que j'en ai fait. Donc, je dis toujours qu'un outil, c'est comme un couteau. Le human design est un outil. Tu peux choisir de tuer quelqu'un ou tu peux choisir de cuisiner de merveilleux plats avec. Donc, moi, ce que j'en ai fait, c'est que je l'ai utilisé et je l'ai marié avec ce que je savais déjà faire. Et donc, j'en ai donné du sens pour moi et ensuite pour les gens que j'accompagne. Et c'est là où ça a pris vraiment beaucoup de valeur. Le human design en tant que tel, ce n'est qu'un outil, donc c'est très neutre, ça peut être fade en fait. À partir du moment où j'en parle avec passion et je donne des exemples concrets, comment moi j'utilise dans ma vie, comment je l'utilise avec mes clients, c'est là où en fait ça crée toute la magie de l'outil. Ok. Et, ça, ce qui est fascinant, c'est de voir ta capacité. Là, en fait, on voit vraiment, à travers ce que tu viens de nous dire là dans les 5 dernières minutes, la capacité que tu as à retranscrire les choses de façon simple, qui est finalement à l'image de ton human design Mm. personnel, c'est-à-dire que tu le mets vraiment en, en avant. Et je pense que à travers ce que moi je ressens, euh, tu ne le mets pas en avant pour le mettre en avant, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement naturel, donc ça c'est cool. Est-ce que le fait de faire du human design et du coaching à ta manière, c'est-à-dire un peu laser aussi, euh, est-ce que ça t'a limité dans le développement de ton activité à tes débuts? Ça m'a limité dans le sens où, comme le human design ne résonnait pas, enfin résonnait avec très peu de monde, j'ai envie de dire, j'ai pas été prise au sérieux par beaucoup d'entrepreneurs. Et donc ça a pu me limiter, oui. Dans le sens où j'ai pas tout de suite touché beaucoup de monde parce que les gens, ils se disaient, bon, celle-là, elle est perchée, c'est encore une wouhou, ouais, ouais, ça nous intéresse pas ce qu'elle fait en fait. Les gens ne parlaient pas avec moi parce qu'ils savaient que je faisais du human design, que ça les intéressait pas en fait. On parlait pas la même langue, tout simplement. Ok. Et du coup, ça t'a pénalisé pour développer ton activité dans tes débuts ou t'as pas senti Euh, passer Ça m'a ça? pénalisé, oui, non. Ça m'a pénalisé dans le sens où, par exemple, si je donne un exemple spécifique, c'est dans l'incubateur 56, on nous a enseigné à faire d'abord en tant qu'accompagnant, hein, en fait, tu remplis ton agenda de coaching individuel et ensuite, quand tu Mhm. es full, c'est là où tu développes le groupe, tu vois. Moi, en C'est vrai. fait, bah, moi, j'ai lancé du groupe direct. Je suis pas passée par l'individuel avant. Et donc, bah, dans l'incubateur, on m'a challengée. Mais on m'a laissé faire parce que je pense qu'ils ont vu que j'étais ancrée et que je savais ce que je faisais. Et Hmm. c'est pour ça qu'ils m'ont dit, écoute, essaye et on va te supporter dans tes essais. Et ça, j'ai trouvé ça chouette parce que c'est comme s'ils voyaient, en fait, elle a l'air de savoir ce qu'elle fait. Donc, on va la laisser faire. On lui a dit ce qu'on avait à lui dire, mais on va pas la forcer à faire à notre manière. Et donc, bah, je me suis développée à ma manière parce que j'étais très à l'écoute de moi-même. Et en fait, c'est un peu ça qui a fait que j'étais un peu, peut-être, je sortais un peu du lot. C'est en fait Julie, celle qui fait du human design, bah, en fait, elle a cette capacité à s'écouter, à savoir ce qui est juste pour elle et à foncer dans ce qu'elle a la certitude qui est juste pour elle. Et à pas écouter tout le bruit mental qui peut y avoir à l'extérieur. Hmm. Ok. Donc ça, c'est un truc qui est assez fascinant aussi. On va poursuivre un peu dans tes coulisses. Euh, il y a une certitude, c'est qu'en effet, dans le monde du coaching, dans l'industrie du coaching,
alors, pendant longtemps, en tout cas, je pense que c'est en train de changer, mais on a beaucoup prodigué, fais d'abord du coaching individuel. Une fois que tu es full, et ben, de toute façon, passe en collectif pour développer ton activité, ce sera beaucoup plus Oui, simple. Toi, tu as fait tout de suite du collectif. oui, Euh, Sur ta première année, comment ça s'est passé dans ton entreprise? Est-ce que tu as eu du chiffre tout de suite? oui. Ou est-ce que... Ouais, ok, j'ai eu du donc tu as du chiffre tout de chiffre tout de suite. suite. Ouais, Ok, ma première année, je crois, je fais un petit peu moins de 40 000 € de chiffre d'affaires. d'accord, ok. Et c'est quoi l'évolution ensuite? L'évolution ensuite, c'est déjà, j'ai changé de cible. C'est-à-dire que quand ma première année, j'ai accompagné les femmes en reconversion. D'accord, ok. Et ensuite, en fait, c'est ma cible, elle a évolué avec moi. C'est-à-dire que moi-même, j'étais en reconversion et j'ai dépassé ça. Donc, j'ai accompagné D'accord. les femmes en reconversion. Et ensuite, j'ai été entrepreneur, on va dire, un peu plus avancé par l'expérience, par les différents masterminds dans lesquels j'étais. Ouais. Et donc, j'ai accompagné les entrepreneurs débutantes à démarrer leur activité. Et aujourd'hui, j'accompagne plutôt des entrepreneurs avancés qui vivent déjà de leur activité et qui ont envie d'amplifier leurs résultats en préservant leur équilibre de vie. Donc du coup, c'est un peu, je fais évoluer ma cible en fonction de là où j'en suis, de ma conscience et de ce que je dépasse moi-même, etc. Et ça, c'est aussi aligné avec mon Human Design, parce que j'ai une ligne 6. La ligne 6 en Human Design, c'est celui qui déjà apprend par les essais-erreurs et qui ensuite est capable de guider uniquement via les expériences qu'il a transcendées. Ok. En gros, c'est comme si, alors, je pense que c'est peut-être moins puissant que ce que je vais dire, mais c'est un peu comme si tu faisais un pivot à chaque fois que tu avais une Oui, évolution. c'est ça. À chaque fois que j'ai un Ok, shift, c'est ma cible à pivote. Exactement. ok. Comment on vit, enfin, la vraie question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui fait que tu fais un pivot? Bah, parce que ça m'inspire plus d'accompagner, par exemple, des femmes aujourd'hui qui ont du mal à trouver un équilibre dans leur vie de femme que Mhm. d'accompagner des femmes en reconversion. Je Ok, pourrais accompagner des femmes en reconversion, mais ça m'inspire moins. Donc, je suis vraiment connectée à ce qui m'inspire le plus parce que, en tant que générateur, plus ça m'inspire, plus je suis connectée à ce qui me fait vibrer, à ce que je kiffe profondément, et plus je vais être impactante et je vais aider les gens. Donc, ok, bien sûr, je peux aider plein de gens. Je peux aider des enfants, je peux aider des hommes, je peux aider tout le monde en vrai avec le coaching et avec le human design. Mais si moi, je me niche pas, je me défocalise de ce qui me fait le plus vibrer et mon impact est plus petit. Donc, c'est un choix que je fais du coup, de faire évoluer ma niche. ok. Comment tu vis les pivots à chaque fois? Est-ce que tu les vis naturellement? Est-ce que ça devient très fluide? C'est-à-dire que dès que tu fais un pivot, tout de suite, tu as des nouveaux clients dans cette Ouais. cible-là, ou est-ce que ça prend du temps? En fait, ça prend du temps, je dirais. En tout cas, pour ma part, je sens que ça prend du temps. C'est en fait, je sens qu'il y a un pivot à faire parce que je commence à attirer des clients où j'ai plus de joie. Tu vois, c'est pas que j'ai plus de joie, c'est que j'ai moins de joie. Tu vois, Ok, je peux les accompagner, etc. Mais je sens pas que, tu vois, je suis inspirée, que j'ai hâte d'être à notre séance, etc. Tu vois, l'énergie est différente. Elle est plus neutre, elle est plus posée, elle est très paisible et sereine. Mais je sens qu'il y a une différence d'énergie. Et c'est ça qui me fait dire, ah, ok, tu vois, là, je sens que ça bouge. Et hmm, je sais que ce qui va venir par la suite, c'est un shift identitaire pour moi, qui va probablement me mener à un shift de mon audience et des personnes que je vais vouloir cibler avec mes offres. ok. Euh, Combien de temps ça te prend pour faire un pivot avec les premiers clients de la nouvelle cible? Quelques mois, hein. Je dirais peut-être Ok, 6 mois, hein. Là, tu vois, par exemple, je regarde, là, j'ai une cohorte qui se finit. Ça fait 6 mois qu'on a commencé. Et là, j'ai pu la réaffiner. Et donc, bah, je me suis nichée encore un petit peu plus pour avoir vraiment le profil qui m'intéresse d'accompagner pour la prochaine cohorte. et en fait, le pivot que tu fais, ça m'intéresse beaucoup aussi pour décrypter ces coulisses-là parce que euh, tu nous partages un truc qui est pour moi extrêmement important et fondamental dans le business, c'est pour toutes les personnes qui nous disent de faire des pivots et faire des changements comme si c'était rapide. Toi, tu me partages quand même de 6 mois, Mm. et qui pour moi, un laps de temps qui est assez cohérent Ouais. entre la prise de décision, le shift identitaire, le réalignement de tout ce qu'on a autour de nous, Mm. et le fait d'avoir ces premiers clients dans cette nouvelle cible. Euh,
Donc déjà, merci pour ce partage très authentique, je trouve, Mhm. qui casse un peu les codes de faites un pivot, dans 2 semaines, vous aurez des nouveaux clients. Ouais, non, en fait, ça fonctionne peut-être pas aussi vite Ouais. que ça. Par contre, il y a un truc qui est super intéressant dans ce que tu partages, et j'espère vraiment que ça aidera les gens. En tout cas, moi, ça m'aide dans ce que tu partages, c'est que ce que tu dis, c'est que tu changes de cible, Mhm. mais le produit change pas. Alors, Ouais. je vais être un peu plus précis. Par exemple, aujourd'hui, tu as un mastermind. Et ce que j'entends et ce que je ressens de ce que tu me partages, c'est, en fait, de temps en temps, il y a un pivot qui se fait par rapport à la cible en fonction de comment toi tu te sens avec Mhm. et comment tu te sens avec toi-même. Par contre, j'ai pas la sensation que ton mastermind change, hormis quelques Mhm. petits éléments dedans qui vont Ouais. être plus alignés avec la nouvelle Ouais. cible, mais c'est pas pour autant que tu mets tout à la poubelle. Bah, c'est ça. Ouais, non, tu as raison. Depuis 3 ans que je suis coach. J'ai toujours accompagné des groupes sous forme de mastermind où les Mhm. groupes étaient à peu près de 6 femmes. Et il y a toujours eu, D'accord. c'est toujours sous le même format. Il y a une bibliothèque de contenu, il y a des lives, il y a du coaching, il y a des cercles de parole. Et c'est en live avec moi toutes les semaines. Donc ça, c'est des formats qui, moi, m'animent et qui n'ont pas changé. Donc tu as raison sur ça. Après, ce qui a légèrement évolué, c'est moi, ma conscience. Donc du coup, le niveau de mes partages sont différents. Hmm. Donc je partage plus sur la productivité de la même manière. Je partage plus sur comment faire une offre, comment réaffiner son offre de la même manière, etc. Comment fixer son prix. Avant, j'étais vraiment plus dans la stratégie. Donc, j'amenais mes clientes à calculer leur seuil de rentabilité. Et Ok. aujourd'hui, je les amène plutôt à voir, OK, les reconnecter à leur ikigai, à leur mission de vie. Ensuite, de développer quelque chose qui est aligné avec leur zone de génie, leur talent. Et ensuite, d'aller dans la stratégie pour le vendre, pour le packager. Et c'est là où, en fait, même le fait de fixer un prix, c'est en fait, c'est pas grave si t'es pas rentable au début. Tant que tu es connecté profondément à ta vision, à ce qui te fait vibrer, la rentabilité, elle va venir. Alors qu'en fait, si tu cherches la rentabilité, peut-être que tu vas impacter personne parce que tu n'arriveras pas à vendre, parce que tu n'es pas aligné avec ton prix. Donc d'abord réaligne-toi profondément, énergétiquement avec ton prix, et ensuite la rentabilité elle va venir parce que la certitude va arriver avec, et quand la certitude est là, tu peux vendre à n'importe quel prix. Ok. Ça, c'est intéressant. Mais vraiment, c'est dans cette partie de coulisses-là, j'aime beaucoup ce que tu partages, parce que je vois beaucoup de personnes qui finalement ont l'impression que faire un pivot, c'est changer l'ensemble du business. Alors qu'en fait, ce que toi, tu nous partages, c'est que faire un pivot de cible dans ton industrie, dans notre industrie d'ailleurs, parce qu'on a le même, euh, ça change pas forcément le produit. Non. Et ça, c'est vraiment fascinant. Pour toutes les personnes qui disent, ouais, mais du coup, si je fais un pivot, alors, je pense que pour certaines personnes, il y a un intérêt à ce qu'il y ait un changement de produit, Mhm. euh, parce que parfois le désalignement et le pivot se fait sous deux segments. Il se fait à la Oui, fois dans la cible et aussi dans le produit. Et oui, toutes les personnes qui sont en individuel, moi je sais qu'aujourd'hui je coach exclusivement en individuel. Je sais que dans les pivots qui vont arriver, je ne sais pas quand, parce que je laisse venir un petit peu les choses, il y aura certainement une nouvelle manière de livrer. Mm. Euh, mais toi, ce qui est intéressant, c'est que tu nous partages que c'est pas une obligation. Non, c'est pas obligatoire. Encore une fois, c'est ce qu'on préfère nous, parce que on peut changer si on en a envie et on peut rester sur le même format si on en a envie. C'est revenir à soi, en fait. Si moi, je prends les injonctions extérieures en me disant, bah, j'accompagne des cibles plus avancées, ces cibles plus avancées, elles n'ont pas forcément envie d'être en groupe, parce que je commence à Mhm. toucher des personnes qui sont populaires sur les réseaux, qui n'ont pas envie de s'afficher, etc. Si j'ai ces croyances-là, je vais me dire que bah, mon prochain format, c'est uniquement l'individuel. Parce que les gens, ils Mhm. veulent de la proximité, ils veulent de la discrétion, etc. Mais non, en fait, c'est moi qui choisis le format qui m'inspire le plus. Et ensuite, je vais attirer les bonnes personnes dans ce format-là. Là, il y a une pépite pour tout le monde. Là, il y a une magnifique pépite. C'est je crée un format pour moi qui m'inspire le plus. Ouais, Et vraiment, que vous soyez entrepreneur en train de vous lancer ou entrepreneur avancé, et à un moment donné, faites des choses qui vous inspirent. C'est là où l'énergie circule. ouais. Et, et je savais qu'on allait choper des petites pépites comme ça, encore plus importantes que ce que je pensais déjà, mais faites des choses qui vous inspirent et vous allez attirer les bonnes personnes dedans.
Mm. Oui, parce que en fait, dans l'entrepreneuriat, on nous dit souvent il faut s'adapter aux besoins de notre client idéal. Mais au Mhm. final, si t'es pas inspiré par ses besoins, tu peux délivrer tout ce que tu veux. Il y aura pas d'âme en fait. Il y aura de l'argent, mais il y aura pas d'âme. Et moi, ce que j'amène vraiment mes clientes à avoir, c'est l'âme et l'argent. Et que l'alignement à leur âme et leur mission de vie, c'est ce qui va attirer l'argent. L'argent sera une conséquence si seulement elles intègrent également de la stratégie à leur intuition, à leur flow, etc. C'est pas dissocié en fait. On peut faire les deux. Comment toi tu t'es, comment toi tu as aligné ton business à ta mission d'âme, ta mission de vie? Alors moi, je pense que je suis quelqu'un qui est assez connecté à elle-même, dans le sens où même si j'ai pu être vraiment dans les injonctions, dans la comparaison, c'est humain et je pense qu'on passe tous par là. Ouais. J'ai cette capacité à revenir à moi plus ou moins rapidement selon les shifts. Mais en fait, de me rappeler qu'est-ce qui m'inspire le plus au moment T. Et à chaque fois, on y Ok. revient, c'est d'aider quelqu'un. Et c'est pour ça que je disais en début d'épisode, c'est que j'ai eu tendance à m'oublier beaucoup depuis que je suis petite, avec le schéma dans lequel j'ai grandi. Mais c'était toujours être au service des autres et c'est ce qui m'aide aujourd'hui à aider les autres. Mais je suis arrivée à un point où j'ai compris, et c'est même pas juste compris parce que c'est pas cérébral, c'est intégré dans le corps, que j'ai besoin de m'apporter aussi beaucoup d'amour pour pouvoir mieux aider mon prochain. Parce que comment je peux guider des accompagnantes à accompagner leurs clients si moi, je m'accompagne pas moi-même, en fait? Ok. Alors moi ça me pose une question, parce que je pense que je capte un truc, c'est est-ce que dans ta mission de vie, ça veut dire que dans la mission de cette vie, ce que Mhm. tu es venu expérimenter dans cette vie, Ouais, est-ce que ça veut dire que tu as une sorte de double mission qui est un challenge qui est à la fois aider les autres, ouais. mais aussi prendre soin de toi? Est-ce Ouais, qu'il y a un truc comme ça? c'est ça. C'est en fait aider les autres, mais s'apporter de l'amour. Tu vois, l'amour de soi. L'amour de soi, l'estime de soi. En fait, moi, je m'aperçois, hein, la majorité de mes clients, je dirais pas toutes, parce que ce serait peut-être exagéré, mais la majorité, Mhm. c'est parce qu'elles manquent d'amour envers elles-mêmes et elles peuvent passer un palier, un plafond de verre, elles peuvent dépasser un plafond de verre à partir du moment où elles savent s'apporter de l'amour. Et là, leur business, il amplifie, quoi. Elles sont beaucoup plus connectées à ce qu'elles font, etc. Ça shift, en fait, de l'intérieur vers l'extérieur. Et je pense que si j'attire ce genre de personnes, c'est pas pour rien, c'est parce que moi-même, j'étais venue le travailler dans cette vie. Mhm. Très vrai. Tu dirais que les clients, parce que du coup, c'est quasiment que des femmes ou exclusivement des femmes, J'ai aussi euh, des hommes, ouais. ok. En tout cas, tu dirais que tes clients t'apportent quelque chose aussi à chaque fois, comme Oui, s'ils avaient un toujours. message ou un Ouais, truc. c'est comme ça que je le prends. Et tu vois, il y en a qui m'ont posé la question parce qu'ils me disent, voilà, on voit dans le coaching que les meilleurs coachs, c'est ceux qui sont accompagnés, tu vois, tout le temps, sans arrêt. Ouais. Mais toi, aujourd'hui, tu n'as pas de coach, donc comment ça se fait, etc. J'ai dit parce que moi, mes coachs, c'est mes clients aujourd'hui. C'est à chaque séance que j'ai les challenges, je me pose la question, en quoi, en fait, le challenge de la personne peut résonner avec un de mes challenges que je n'avais pas vu. Et c'est de voir, OK, la beauté de la vie, la beauté de l'effet miroir, et de voir, OK, est-ce que c'est facile pour moi de voir les deux côtés, le côté positif, le côté moins agréable, moins confortable, ou est-ce que c'est difficile et donc ça veut dire que je valorise une chose plus qu'une autre et d'aller chercher, OK, comment je peux rééquilibrer les choses pour pouvoir encore mieux accompagner les autres personnes qui vont venir avec ce genre de problématiques aussi, quoi. Hmm. Et tu as toujours eu cet état d'esprit-là d'accueillir les problématiques des autres comme un message pour toi ou pas? Je fais le tri parce que parfois les problématiques des autres ne résonnent pas. Donc c'est vraiment, je me pose la question, est-ce que ça résonne ou pas? Et ça se Ok, peut que ce soit non. La réponse peut être non, hein. ok. Et quand c'est le cas, Mm. comment tu le vis? Bah, je me dis, ah bah, c'est marrant. Ça veut dire que ça vient me chercher, que je suis prête. Si je le vois, c'est que je suis prête à le travailler. Ah, ça c'est intéressant. J'aime bien la manière dont tu abordes la chose. Bon, je pense qu'il y a aussi tout un travail derrière, mais à un moment donné,
tu t'autorises aussi à te dire, OK, ben, ce que je vois chez mes clients, c'est peut-être une problématique que moi j'ai aussi à un autre degré, Mm. mais j'ai pas la sensation que tu te juges ou que tu as l'impression d'être un peu un imposteur Non, ou non, pas du illégitime. tout. Non, j'ai plus du tout ça. Ça, je l'ai eu il y a 2 ans OK, où j'ai commencé à attirer des personnes qui avaient un plus gros chiffre d'affaires que moi ou qui étaient plus avancées dans l'entrepreneuriat que moi, où j'ai ressenti un peu un syndrome de l'imposteur et la peur de ne pas être à la hauteur pour les accompagner. Donc, j'ai OK, fait beaucoup de prestats à ces personnes offertes. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout ça. Je suis hyper ancrée et je sais que je peux les accompagner jusqu'où. OK, OK. On arrive sur... on a bien dégrossi déjà beaucoup de choses. Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu es fier de ton business? Fière de mon business, pas forcément, mais fière de comment je l'ai fait. Oui. OK. Et je pose Parce, vraiment ouais, volontairement une question, ouais. alors pas provocatrice parce que c'est pas du tout mon exercice, mais volontairement une question qui vient challenger, alors pas forcément nous deux d'ailleurs, mais Mm, plus nos auditeurs, ouais. pour leur faire comprendre que c'est pas parce qu'on a des business qui fonctionnent qu'on en est fier Mm, ou pas, et que parfois on n'en est pas fier parce qu'on a une autre vision et qu'on on sait qu'on a envie d'aller ailleurs. mm. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu estimes, entre guillemets, hein, bien sûr, ne pas être fier de ton business? Parce que je trouve que mon business n'est pas une destination, c'est un véhicule. C'est comme Ok, si j'étais dans une voiture qui m'emmenait quelque part. Donc, ok. pour moi, ça n'a pas de sens d'être fière de mon véhicule. Par contre, de la manière dont je l'ai fait, oui, parce que c'est comment moi je choisis de vendre, qu'est-ce qui est éthique à mes yeux, comment je choisis d'accompagner personnellement chaque personne qui rentre dans mon univers, le soin que j'apporte à tous mes clients. Ça, c'est important pour moi et la manière dont je le fais en ne négligeant pas ma fille, ma vie de femme, mon équilibre, c'est ça qui m'inspire. Et donc, rester fidèle à ce qui est important pour moi, à mes valeurs les plus importantes, c'est ce qui m'inspire au quotidien. Donc, peu importe les résultats au niveau du chiffre d'affaires ou de où sera mon business dans Mhm. quelques années, en fait, ce qui m'importe, c'est comment je le vis chaque jour et comment je me sens inspirée quand je me lève le matin. Ok. Et sur ces 3 dernières années, d'entrepreneuriat dans l'industrie du coaching, on va dire 4 parce que tu Ouais, as commencé vraiment ouais. il y a 4 ans, est-ce que tu as toujours été aligné avec ta vie de femme, le respect du temps que tu veux consacrer à ta fille, ou est-ce que Non, c'est venu au fur et à mesure? je dirais, c'est venu au fur et à mesure parce que, en fait, j'ai quitté le salariat justement pour avoir un meilleur équilibre. Mhm. Parce que je travaillais, j'étais à 7h30 au bureau et je rentrais à 19h. Donc, D'accord. bah, du coup, même si je m'occupais de ma fille, c'était pas autant que ce que je voulais. Et le Covid m'a forcée à m'occuper plus de ma fille, puisque je me suis retrouvée Mhm. seule à la maison à m'occuper d'elle et de sa scolarité en néerlandais, puisque j'habite aux Pays-Bas, et à monter en parallèle une entreprise, parce que bah, c'est tombé au même moment, par hasard. Mhm. Donc, ça m'a appris vraiment à jongler entre les deux. Et il m'est arrivé quand même plusieurs fois pendant les premières années où je culpabilisais d'être en train de travailler alors que ma fille était à la maison. Mhm. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à dépasser aujourd'hui, mais qui m'a pris du temps de pas culpabiliser en tant que maman, parce que je voulais être là pour ma fille, je voulais être disponible, je voulais être la maman modèle euh, et bienveillante. Et donc, bah, à partir du moment où je me suis formée au coaching profond, la méthode de John de Martini, c'est là où j'ai pu trouver, ah ok, en fait, je comprends le sens caché et les bénéfices que je ne voyais pas euh, plus grand. Je vois beaucoup plus grand. Je vois pas juste de manière un peu limitée avec mes œillères, mais je vois, ok, le sens derrière est beaucoup plus grand. Et du coup, ça m'a permis aussi, moi, d'expliquer à ma fille pourquoi je prends ce genre de décision, de l'informer beaucoup plus, genre de dire, bah voilà, là, quand tu vas rentrer, je serai peut-être encore en appel avec une cliente, donc tu peux venir me demander quelque chose s'il y a quelque chose d'important qui peut pas attendre, mais sinon, dès que j'ai fini, je viens te voir et là, tu peux me demander ce que tu veux. Ok. Ça, pour moi, c'est une pépite pour toutes les personnes qui ont le fantasme que les gens, ils ont calé leur business tout de suite et Ouais. que c'est normal que ça roule.
le partage que toi tu nous offres, en tout cas, c'est que non, en fait, ça n'a pas tout le temps été top du top comme tu aurais voulu Ouais, l'être, en tout cas. ouais, Qu'il y a certainement peut-être des parties encore qui sont challengées dans ton ouais. entreprise et dans ta vie. Euh, j'ai l'impression, par contre, que maintenant, tu es plus OK avec ça. C'est-à-dire, en fait, ça fait partie du process Mhm. plutôt que Ouais. le subir. Et c'est d'ailleurs, est-ce que tu l'as subi un moment? Est-ce que tu t'es, dans le fait de culpabiliser, est-ce que tu as vraiment pris et perdu beaucoup d'énergie, on va dire? Ou est-ce que Ouais. tu as toujours été un peu détaché? Non, bah, si on reprend l'exemple de ma fille, j'ai culpabilisé un jour où elle m'a dit, de toute façon, toi, tu passes ta journée sur ton téléphone. Alors, parce que moi, je suis très présente sur Instagram, que ce soit en story, en Mhm. message, dans mes posts. Et ça m'a challengée parce que je me suis dit, ah, bah, tu vois, si ça me pique, c'est que ça vient réveiller ma culpabilité de ne pas passer plus de temps avec elle. Et après, je me suis beaucoup comparée à d'autres entrepreneurs parce que j'ai fréquenté des masterminds où les gens font plusieurs millions par année. Mhm. Et je culpabilisais parce que moi, à ce moment-là, je faisais 3 000 € par mois et ensuite 10 000 € par mois, mais c'était cacahuète par rapport à ce que eux faisaient en termes Bon, de bien chiffre sûr. d'affaires. Donc oui, il y avait un peu ces moments-là où je me suis minimisée, où je me suis dit, je suis pas assez, je fais pas assez, je suis pas à la hauteur de la maman que je veux être, de l'entrepreneur que je veux être. OK. Je te propose de finir cette partie d'interview là-dessus. Aujourd'hui, tu as un business donc, du coup, qui fonctionne. Mm. C'est quoi tes ambitions pour ton business en termes de chiffres ou Ouais. alors en termes de temps de travail? Bah, actuellement, j'ai que 3 séances par semaine de coaching. Ok. Donc, j'ai un très bon équilibre pour nourrir mes valeurs les plus importantes. Donc, ma fille qui rentre de l'école à 15 heures tous les jours Mhm. et bah, nourrir mes envies de connexion. Genre là, on est en train de faire un épisode de podcast. Pour moi, ça nourrit vraiment tout ce qui est connexion et nourriture intellectuelle, partage. Et ça, j'adore. Et puis, bah, aussi tout ce qui est formation. Je prends beaucoup de temps, comme tu le disais, je me forme énormément et Mhm. j'approfondis ce sur quoi je me forme quand ça résonne. Donc, voilà, je suis en formation continue sur des sujets divers et variés. Et aujourd'hui, j'ai mon équilibre. Donc, euh, j'ai analysé le fait, voilà, si je voulais faire plus de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça me demanderait, quelles seraient les conséquences. Et ici et maintenant, je suis d'accord pour avancer dans une certaine mesure, mais pas davantage, parce que ça impacterait mes bénéfices nets et mon Ok, temps d'accord. et mes ressources. Donc Ah, pour moi, super intéressant. j'y perdrais plus par rapport à ce qui est important pour moi. Donc c'est-à-dire moins de temps avec ma fille, moins de temps de formation, sursélectionner, surqualifier les gens avec qui j'échange en dehors de mes séances de coaching. Et ça, j'ai pas envie de m'asseoir dessus aujourd'hui. Donc j'ai trouvé un moyen d'évoluer tout doucement et de voir, OK, qu'est-ce qui est juste pour moi et à quel moment je suis dans le stretch où je trouve que voilà, j'ai plus assez de temps pour ce qui m'inspire et d'arrêter à ce moment-là Ok. si je trouve pas d'autres alternatives pour un autre chemin. Peut-être que je trouverai un autre chemin à ce moment-là, mais ça m'intéresse pas, si tu veux, d'avoir une plus grande équipe, d'avoir des closers, d'avoir de la pub qui tourne pour avoir des prospects froids au téléphone. C'est pas ce qui m'inspire parce que moi, je valorise beaucoup la connexion, donc j'ai très peu d'appels. J'ai des personnes qui embarquent pour des accompagnements à 6 000 € sur simple échange en message. Donc, du coup, c'est ça qui m'inspire, c'est vraiment le contact d'humain à humain. Et c'est vrai que la pub, pour moi, a ses limites. Donc, c'est bien pour se faire connaître. Mais moi, en tout cas, faire des appels avec des personnes qui ne me connaissent pas, qui savent pas ce que je fais, etc., bon, ça m'appelle pas. Donc voilà, c'est de trouver comment je peux avoir un milieu, quelque chose qui est aligné pour moi et qui m'appelle, peut-être faire de la pub qui ramène sur mon Instagram, c'est ce qui est peut-être Hmm. le plus juste, ou les faire accéder à un programme en autonomie pour goûter à mon énergie en replay, etc. Pourquoi pas? Ok. Mais en tout cas, juste pour faire des appels, aujourd'hui, c'est pas forcément ce que je préférerais. Ok. Euh, aujourd'hui, est-ce que tu crois que c'est possible de faire, alors c'est un chiffre un peu symbolique hein, pour beaucoup de personnes, mais 1 million d'euros avec le mode de fonctionnement que tu as aujourd'hui ou pas? Oui, c'est possible, mais ce sera pas directement comme ça et 1 million. C'est-à-dire que pour moi, c'est toute une histoire d'équilibre. Avant d'être dans le Hmm. flow, tu as mis des efforts pour être dans Ok. le flow ensuite. Tu peux pas être dans le flow direct sans avoir connu la notion d'effort. C'est parce Ouais, que tu je as suis connu d'accord. la notion d'effort que tu reconnais le flow.
Et c'est parce Ok, que si tu arrives au million, c'est parce que tu as aussi connu le manque et la valeur de ce que l'argent représente, qu'est-ce qui te permet de faire, de comment contribuer d'une manière qui t'inspire, etc. Et hmm, c'est parce que tu es passé par une phase d'essai-erreur qui te permet ensuite d'avoir très peu de séances et de générer le million de manière passive. ok, Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. C'est soit tu factures un prix très très élevé pour tes coachings pour arriver au milieu en n'ayant que trois mhm, séances par semaine, très vrai. soit parce que tu as beaucoup de choses qui tournent en autonomie, en evergreen, soit parce que tu n'as que du groupe, mais alors avec beaucoup de gens, etc. Donc il y a plusieurs moyens. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi beaucoup d'autres choses Bien sûr. auxquelles je pense pas tout de suite. Mais en fait, pour arriver à là, tu as quand même un parcours à effectuer et du jour au lendemain, pour moi, j'y crois pas, en tout cas. Ou Ok. peut-être de manière désalignée. C'est possible de manière désalignée. Dans le faire, faire, faire. Par Tu peux, contre, hein. l'idée, c'est de, si on reste sur ton modèle aujourd'hui, Ouais. ce que tu nous partages, c'est que tu penses que c'est possible. Mhm. Par contre, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que, alors, tu parlais d'efforts, moi, je parle souvent de chaos, parce que souvent, c'est un peu ce qui se passe dans notre tête, en fait, c'est un peu le bordel, puis après, ça se réaligne, et Mhm. c'est cette phase d'effort. Mais en fait, c'est que tu penses que c'est possible de faire 1 million d'euros avec le mode d'alignement que tu as aujourd'hui et le mode de façon de faire, tu as quand Mhm. même très peu de séances. Euh, Par contre, ça demande de passer sur une phase, on va dire, inconfortable, d'effort, de Mhm. chaos et de Ouais. remise en question en fait, du système pour arriver à ça. Donc c'est possible, Ouais. mais pas en mode petite locomotive où ça grimpe au fur et à mesure sans effort. C'est ça que tu es en train de Mhm. nous partager. Ouais, et puis ça peut être rapide, comme j'ai dit, dans le faire, faire, faire. C'est-à-dire que si demain, je décide de mettre toutes mes économies pour recruter une team et faire un max de pubs pour avoir que des groupes avec des centaines de personnes, etc., bah peut-être que je suis millionnaire l'année prochaine. Ouais. Mais en fait, dans quel état je vais être parce que je vais Et gérer combien de temps beaucoup aussi? de Ouais. personnes et combien de temps je vais arriver à entretenir toutes ces personnes, comment ça, en fait, comment je vais être aussi énergétiquement parce que moi, je le ressens hein, quand je coach un groupe de 40 personnes et quand je coach un groupe de 6 c'est pas la même énergie. Donc, pour moi, tout est possible. Juste à chacun de choisir un chemin qui l'inspire. Donc peut-être il y a des gens qui sont inspirés par un chemin rapide, un raccourci, où ils vont Mhm. être alignés dans le faire, faire, faire sur un court terme. Moi, j'y crois pas, hein. Le faire sur un long terme, je pense que tu finis cramé. C'est ma croyance. Je suis d'accord. Mais, euh, mais après, tout est possible. C'est à chacun de choisir ce qu'il préfère. Donc moi, j'ai choisi Mhm. un véhicule qui va plus lentement, qui va à mon rythme pour profiter du paysage et des gens que j'ai dans ma voiture. Et puis il y en a qui Mhm. voudront peut-être une voiture de course pour aller le plus rapidement possible à destination. Et chacun est libre de choisir son véhicule, du coup. Ouais, je suis d'accord avec ça. En tout cas, je suis d'accord. Je te rejoins là-dessus et surtout que pour moi, il y a un message qui est très fort dans ce que tu partages. C'est un message qui est un peu inconscient, je pense, mais que je capte moi et que l'audience, je pense, a besoin d'entendre. C'est que ce que le partage, c'est que oui, c'est possible, notamment si on est dans le faire, 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 d'aller vite. Par contre, il y a un message qui est un peu inconscient derrière, c'est bah, la question, c'est de savoir est-ce que vous voulez faire 1 million pour vous dire j'ai fait 1 million, auquel cas il y a quand même 95% de chances pour que ça se casse la gueule l'année d'après ou les années d'après, soit parce que vous ne serez pas aligné, soit parce que le système ne sera pas assez bien rodé, il y a plein de choses. Ou alors, est-ce que vous avez envie de vous dire dans 10 ans, je suis encore là, et dans 10 ans, je ne fais pas 1 million, mais j'en fais 10. Par contre, si vous êtes encore là dans 10 ans, et je pense que c'est aussi un message personnel que je reçois, eh ben, acceptez de faire 25, 50, 100 au fur et à mesure des années en chiffre d'affaires, après 250, après 500, après 1 million, peut-être faire 1 million en 6 ans ou un petit peu moins, mais par contre, dans 10 ans, vous êtes encore là. Il y a Mhm. vraiment un partage qui est assez beau dans ce que tu nous dis, en tout cas comme moi je trouve, c'est déjà, qu'est-ce que vous avez envie de vivre et que symbolise, bah, entre guillemets, là je parle du million de chiffre d'affaires, mais c'est qu'on va sur le côté un peu stratégique et business, mais qu'est-ce que veut dire pour vous ce million de chiffre d'affaires? Mhm. Si je prends par exemple dans mes codes, 1 million de chiffre d'affaires, ça veut dire que j'ai une expertise, que je sais impacter des gens et que je sais vendre. Et que je peux être là encore dans 10 ans. Mhm. J'ai vraiment cette logique-là. Par contre, vous pouvez avoir aussi le fait de vous dire,
je fais 1 million d'euros parce que je suis capable de faire de l'argent. Et c'est Mhm. dans les deux cas, c'est OK, hein. C'est Mhm. juste qu'on joue pas au même jeu. Ouais. Et ce que nous partage Julie, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle nous dit, en fait, c'est possible avec son modèle, euh, mais à voir après sur quel jeu vous jouez. Vous jouez du long terme, du moins long terme. Est-ce que vous jouez sur le business d'affaires, même si nous, j'estime qu'on est des hommes et des femmes d'affaires, mais sur du long terme, ou est-ce que vous êtes juste en train de jouer au jeu de j'apprends le business et après peut-être que je lancerai une start-up ou que je ferai totalement autre chose. Et Mhm. j'apprécie vraiment cette démarche, cette démarche. Ouais. Et puis il y a aussi, moi je connais des personnes qui ont atteint le million et qui sont en croissance. Mais après, c'est comment on veut le vivre en fait. Moi, je sais Mhm. que leur parcours ne m'inspire pas pour la personne que je suis. Donc, j'ai pas envie de faire comme eux. Par contre, ils Ouais. peuvent me partager des tips hyper intéressants parce qu'ils ont déjà fait le parcours et qu'ils y sont déjà et qui capitalisent sur ce qu'ils ont créé. Ça m'intéresse. Mais Hmm. j'aspire pas à les copier en fait. Donc, ce que tu disais, c'est il y a une destination, donc le million, admettons, et c'est comment on a envie de le faire. Est-ce qu'on a envie de le faire vite, lentement, on veut que ce soit durable, ou on s'en fiche si ça dégringole après? Et c'est qu'est-ce que ça nous demande de faire, et est-ce que c'est OK pour nous de le faire? Et qu'est-ce que ça nous demande de lâcher prise? Est-ce que c'est Peut-être OK pour aussi, nous de en lâcher termes prise? d'identité. Oui, voilà. Donc, il y a ça qui est intéressant, mais il y a aussi, bon, moi, je suis praticienne aussi en hypnose. Et souvent, moi, j'ai remarqué que les personnes que j'accompagne, celles qui atteignent le million, ben, en fait, leur inconscient, en fait, assimile ça à la destination finale. Et souvent, après, ils perdent du sens. Donc, ils Hmm. sont complètement déconnectés de ce qui les fait vibrer. Et en fait, c'est comme si, OK, on atteint le million, et ensuite, so what? Et genre, en Ouais, je vois ce que tu fait, veux qu'est-ce dire. que je fais? Qui je suis? Et une grosse perte de sens, en fait, suite à ça. Et donc après, bah, quand on arrive à ce niveau-là, souvent on a une équipe. Et bah, cette perte de sens impacte non seulement les résultats du business, mais également les membres de l'équipe. Donc je trouve que c'est intéressant aussi à amener, c'est en fait 1 million, mais pourquoi? Pourquoi faire? pour, euh, pour Hmm. faire quoi après, en fait? Qu'est-ce qu'on fait de ce million? Est-ce qu'on fait 1 million et on a que 300 000 de De bénéfices, bénéfices nets de profit, ouais. et en fait, on a un rythme de vie qui fait que, en fait, ça suffit même pas pour nous de vivre, hein, parce que souvent, les gens, ils oublient, mais ils augmentent aussi leur standard de vie et après, le jour où ils font pas assez d'argent, ils se retrouvent dans la merde financièrement. Donc, ça n'a rien à voir avec le montant en lui-même. Mhm. C'est qui on est quand on est en train de vouloir faire le million et qui on est quand on arrive au million. Est-ce qu'on sait qui on est? Au final, les gens qui se perdent, c'est parce qu'ils savent plus qui ils sont, parce qu'ils ont une identité attachée au million. Mais une fois que le million il est atteint, ils savent plus qui ils sont. Ouais. Je me rends compte aussi qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Alors, je Ouais. dis ça en blaguant, mais je pose la question à toutes les personnes qui ont des business très, très, très avancés. Nous, on n'est pas trop, trop éloignés par rapport à nos business et pas trop, trop éloignés encore avec beaucoup de personnes, mais c'est une vraie question. Et d'ailleurs, tiens, je pourrais te la poser. Toi, par exemple, qu'est-ce que ça te change? euh, Qu'est-ce que ça t'a changé dans la vie, le fait de faire plus de 20 000 € parfois, certains mois? Bah, ça m'a permis d'étaler ça, de lisser sur les mois suivants, de couvrir mes charges fixes et charges variables et Ok. de me sentir en paix. Donc, je ne lance pas de programme ou de cohorte parce il y a un trou dans ma trésor, mais parce que c'est juste un moment qui est juste pour moi et que je vois qu'il y a des besoins et que j'ai envie d'y répondre. Parce que bah, j'ai des mois de couvert d'avance. Donc ça, c'est ça, c'est ce à quoi me servent quand je génère, quand je fais des lancements où j'encaisse 20 000 euros. Ça Mhm. me sert à lisser pour les mois suivants. Ok. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans ton être, le fait de faire de l'argent, comparé à ce que tu étais J'en faisais salarié? déjà avant, en fait. Quand j'étais salariée, je fais partie, on va dire, de la petite minorité qui faisait déjà 100 000 euros par an. Donc, du coup, ça me change rien Ok. identitairement. Je faisais déjà ce genre de chiffres. Non, mais ça m'intéresse vraiment, en fait, ce type de partage, parce que il y a des personnes qui ont le fantasme de se dire, oui, mais quand je vais faire ça, ça va me changer la vie. Ouais. Alors, toi, c'est un peu particulier, parce que tu avais des postes à Mm. responsabilité qui t'amenaient une très belle rémunération. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé pour toi, en fait, Non, le fait de faire plus d'argent. non, pas du tout. J'ai pas changé de mon niveau de vie.
En fait, j'ai toujours la même maison que quand j'étais salariée. Je dépense encore moins en shopping que quand j'étais salariée, parce que quand j'étais salariée, c'était tailleur, talons, Hmm. maquillage, brushing, nan, nan, donc plus de dépenses pour l'institut de beauté, le coiffeur, les fringues. Aujourd'hui, je suis revenue à l'essentiel, donc je dépense encore moins en dépenses personnelles. Donc j'ai beaucoup investi dans mon entreprise et pour me développer moi. Mais après, je gère mon argent comme je l'ai géré déjà avant, comment je gérais mon argent perso. Donc en fait, il n'y a rien qui a changé et mon niveau de vie n'a pas changé non plus. Donc je suis restée la même à ce niveau-là. C'est juste mon mindset qui a évolué et donc la clarification dans mes valeurs qui m'a aidé à continuer de cheminer dans l'entrepreneuriat. J'adore ce que tu partages. Je pense que ça va être un peu dans le mot de la fin, mais en fait, ce que j'apprécie beaucoup dans ce partage des coulisses et de ton business, c'est que ce que tu es en train de nous dire, c'est que, en tout cas ce que j'entends, ça reste mon filtre, c'est que le fait de faire de l'argent, ça n'a pas changé ta vie. Parce que, bon, Mm. t'en faisais déjà, et ça Ouais, a amené, en fait. Par contre, c'est l'intérieur qui a évolué. ouais. J'ai pas dit changer, hein. Vraiment, c'est l'intérieur qui a évolué par rapport, bon, ta rapport à l'argent était déjà bien établi, mais à ton rapport à toi, à la consommation, et en Mm. fait, à un réalignement à tes valeurs. Ouais. Et ça, c'est ce qui me fascine dans toutes tes questions, toutes les réponses que j'ai auprès des gens qui font de l'argent, comme toi, qui me disent, en fait, ça ne change pas grand-chose. Mm. Les gens qui ont le fantasme que de faire beaucoup plus d'argent va leur changer la vie, alors oui, ça vous aide, hein, on va pas se leurrer. Mais il faut pas compter là-dessus. En fait, ce qui Mm. fait que, et ce que moi j'entends à travers tes mots, c'est que ce qui fait qu'il y a une évolution lorsqu'on gagne davantage d'argent, c'est surtout que à l'intérieur, il y a des shifts. Mm. Parfois, on apprend peut-être à s'aimer, à s'accueillir tel que l'on est, euh, à revenir à l'essentiel. C'est un peu ce que tu nous as partagé. Et je trouve ça assez dingue. Et je trouve que c'est un véritable cadeau pour les personnes qui sont soit en train de se lancer, qui se disent, quand j'aurai tant de chiffres d'affaires, ça va être trop bien, ou pour toutes les personnes qui sont déjà très très avancées et qui se disent, ah ouais, en fait, je fais déjà tout ça, mais si je m'intéressais un peu plus à l'intérieur, peut-être que je le vivrais un peu mieux. Mm. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Alexis. C'est vraiment l'intérieur et je dirais même, je pousserais un petit peu plus, c'est qui es-tu et quelle est la conscience que tu mets dans les choses? Parce que moi, quand je dépensais avant, j'avais pas la même conscience qu'aujourd'hui quand je dépense. Je voyageais déjà en business class avant, quand j'étais Ok. salariée. Mais pour moi, c'était normal. Aujourd'hui, quand je Hmm. voyage en business class, je sais pourquoi en fait. Le pourquoi qui se cache derrière, c'est parce que je veux arriver en Inde, je veux être au top pour pouvoir profiter de toute la beauté du pays, la culture des gens. J'ai pas envie d'en perdre une miette en fait. J'ai envie de vivre l'expérience à son maximum parce que je sais que j'ai un temps Hmm. limité et j'ai envie de profiter de chaque seconde. Donc, c'est pour ça que je voyage en business. C'est pour bien dormir, bien manger et être au top à l'arrivée. Donc, le pourquoi a changé. C'est pas pour le statut, c'est pas pour être VIP et avoir la coupe de champagne, c'est plus grand en fait. Ça m'aide à contribuer à ce qui m'inspire le plus en fait. D'être inspiré, d'en tirer les pépites, de vivre des expériences de ouf dans des pays à l'autre bout du monde et d'en revenir, moi, bah, avec beaucoup plus de shift, de déclics que j'ai eu pendant mes voyages, etc., et de l'apporter à mes clients du coup. Hmm. Ok. Alors, me vient une question de fin. Tu parles beaucoup de voyages. Est-ce que tu fais des voyages avec tes clients? Alors, j'ai pas encore fait de voyage avec mes clientes, mais j'ai fait des immersions en présentiel, que ce soit individuel ou groupe. Donc, Ok. pour moi, c'est une sorte de voyage parce que je parle d'immersion. C'est une Hmm. expérience, dans mon monde. Ok. Et est-ce que tu pourrais tirer encore plus le fil de ton alignement à tes valeurs hautes et Mm. à ce qui t'inspire vraiment, genre pour le mettre dans ton business, est-ce que tu serais un... Peut-être que c'est un peu dans les off, dans ta Mhm. tête déjà, mais bah, de faire de voyages et de te dire, OK, bah, je vais tirer le fil de mon alignement personnel et de mon human design et de tout ce que je fais en me disant, voilà, on part en voyage en business class avec mes clientes et en plus j'emmène ma fille parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Est-ce que c'est quelque chose que t'as déjà envisagé Ouais, ouais. Alors, à ce niveau-là? ouais, ouais. On en a parlé avec la corde de Mastermind qui est en train de se finir, de voyager ensemble en Martinique pour Ok. faire une semaine ou 5 jours de retraite ensemble. Donc, ça a déjà été envisagé et à la demande de mes clientes.
Donc oui, c'est des projets qui trottent comme ça. Je ne sais pas si ça verra le jour, mais en tout cas, c'est prévu que je fasse une autre immersion, peut-être ailleurs qu'à Paris, avec ces clientes-là, et un peu plus Hmm, long, parce que la dernière fois, on a fait une journée à Paris. Là, ça serait déjà 2, 3 jours ailleurs. bien sûr. Trop bien. Alors, Mhm. j'aime bien je pense, ce dernier partage parce qu'on voit jusqu'à quel point on peut aligner son business à qui on est, à qui on invite. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre, en fait? C'est ça Mm. qui me fascine dans le partage qu'on a eu là. C'est de toute l'interview, ce que j'entends, c'est en fait, j'essaie d'aligner mon business. Je dis bien j'essaye parce que je pense qu'il y a toujours des moments où on se Bien réajuste sûr. à ce que j'ai envie de vivre et à ce que j'ai envie d'être. Mm. Et ça, je trouve que ça n'a pas de prix. Parce Mm. que, personnellement, pour étudier vraiment les entrepreneurs qui sont très avancés dans leur industrie ou dans leur manière de faire, c'est-à-dire que lorsque je regarde ce que toi tu fais, je me dis, là, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et en tout cas, c'est mon regard. Euh, je me dis, en fait, à chaque fois, s'il y a un élément commun, c'est qu'ils alignent leur vie à ce qu'ils ont envie de vivre et à qui ils sont. Mm. Et c'est pour moi un dénominateur commun qui entraîne la réussite, Mm. et surtout sur le long terme. Donc c'est vraiment Ouais. une magnifique pépite que tu nous as partagée là. Avec plaisir, Alexis, mais je voudrais rajouter que faire seulement ce qui nous fait kiffer, ça suffit pas pour Ok, créer un business. Parce que même si l'argent est la conséquence de notre alignement, si toi tu ne réponds à aucun besoin et que tu ne fournis aucune solution, tu ne vendras Hmm, rien. Donc tu pourras kiffer tout seul. C'est génial. Mais en fait, ouais, au bout d'un moment, tu as besoin d'argent pour faire d'autres choses, pour vivre, pour acheter des choses, pour manger, pour avoir un logement peut-être. Donc voilà, après, je ne parle pas des gens qui vivent en communauté, ce qui est vraiment ouais, bien sûr. une spécificité, mais voilà, on a besoin d'argent et c'est vrai que si tu vends pas, tu ne contribues pas à la hauteur où tu le souhaiterais, quoi. Ça, c'est top. Ok. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour les gens qui veulent oser réussir ou euh, pour les entrepreneurs peut-être qui sont plus avancés? Est-ce que tu aurais un partage que tu aimerais faire Ouais. aujourd'hui? Bah, un constat que j'ai fait, c'est que quand on est beaucoup dans la spiritualité, on vit pas de son activité. Quand on est beaucoup dans la stratégie, on n'en vit pas non plus parce qu'on est déconnecté du sens que ça a. Donc c'est de trouver en fait un juste milieu pour vous, pas un juste milieu pour les autres, mais pour vous. Parce qu'on est tous des êtres spirituels, même si vous n'êtes pas croyant, vous n'avez pas de religion, etc. On est tous des êtres spirituels. Et de pouvoir danser entre ces deux extrêmes, spiritualité et stratégie, c'est ce qui vous permettra de trouver bah, du coup quelque chose qui est fait pour vous et qui vous inspire assez pour continuer sur le long terme. Ça, c'est posé. Mais je crois que je vais rien rajouter à tout ça. Je vais vraiment te dire merci. Je savais que cette interview serait riche. Euh, je savais pas d'où viendrait la richesse. En fait, elle est venue un peu de partout, du côté business, du côté spirituel, de de tout ce que j'ai pu capter et canaliser. Euh, et j'ai reçu énormément de messages. Donc c'est vraiment une pépite. Je, Alors, je reste un peu sans voix, mais j'ai la sensation qu'en fait, il y a encore plein de choses qui vont découler après de cette interview et que je vais recevoir beaucoup de messages. Internes en tout cas, et après externes. Mais n'hésite pas à S'il y venir a... me les partager si tu en as envie, hein. Ouais, bah, bien sûr, avec grand, grand plaisir. Ça, c'est toujours quelque chose que j'adore faire. Pour toutes les personnes qui sont encore là, ou qui l'ont peut-être écouté en plusieurs fois, mais sont arrivées au bout de cette interview, je vais vous proposer la même chose que je propose à chaque fois. C'est de nous mettre en commentaire ou le partager soit à Julie, soit à moi, faites tout ce que vous voulez. Et ce que vous invite vraiment à faire, c'est de nous dire quelle est la seule chose que vous avez envie de retenir de l'interview. Et je vous dis vraiment la seule chose. Je sais, vous me trouvez chiant. Mes clients, si vous écoutez, vous me trouvez chiant aussi pour ce sujet-là. Mais l'idée, c'est de vous dire, de nous partager, de vous dire à vous-même, OK, de tout ce que j'ai entendu, je vais m'autoriser à retenir qu'une seule chose que je vais appliquer. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas que vous reteniez 30 000 choses, que votre carnet soit rempli, mais qui reste inactif. Donc, qu'est-ce que vous retenez? Quelle est la seule chose que vous avez envie de retenir, que votre âme a envie de retenir, et comment vous allez l'appliquer dès maintenant dans votre business ou dans votre vie? C'est pour moi les choses les plus fondamentales. Je fais un gros travail sur mon business à l'heure actuelle. On attaque un nouveau trimestre et je me suis donné une seule chose à faire extrêmement précise pour ce trimestre. Alors, ça ne veut pas dire que je vais rien faire.
mais je vais mettre tout mon focus dessus. Et c'est notamment le fait de définir un objectif très très précis, mais je suis au point où je dois regarder 10 à 15 vidéos par jour en français et en anglais sur la définition d'objectifs, de mission de vie et autres. Et mon objectif, il est quand même sur les 3 prochains mois. Et c'est vraiment pour vous partager que je suis tellement focus dessus que je me dis qu'il va en découler quelque chose forcément. Donc pareil pour cette interview. Qu'est-ce que vous retenez vraiment? Le seul truc que vous voulez retenir, petit ou gros, on s'en fout. Et comment vous comptez l'appliquer dans votre business? Et j'ai hâte d'avoir vos retours en tout cas. Merci beaucoup pour cette interview, Julie. Merci à Je toi pour pense ton qu'on, invitation. avec grand plaisir, je pense qu'on va s'arrêter là. Yes. Et pour toutes les personnes, je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux, principalement, si je ne me trompe pas, sur Instagram. Je pense Yes. que tu es aussi sur Facebook, mais je suis beaucoup plus actif sur Instagram et je Ouais. vois beaucoup plus de partages. Elle est très présente, très active, très abordable aussi, je trouve. Mm. Donc, n'hésitez pas à discuter avec elle. Je pense que si vous sentez que ça fit, c'est que c'est la bonne personne, au moins allez discuter et si ça doit aller plus loin, allez plus loin. Exact. Voilà les amis, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite. Ciao. À bientôt. Si tu fais partie des personnes qui ont vraiment kiffé ce podcast et qui sont arrivées jusqu'au bout, je vais t'inviter à faire une chose. Dis-nous en commentaire qu'est-ce que tu retiens de ce podcast et n'hésite pas à faire deux choses, mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu es sur YouTube, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air et dernière chose, tu as pu profiter de cette interview, peut-être que tu as un ami à toi ou un proche qui aurait besoin de l'écouter aussi. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de lui partager, que ce soit en mode podcast ou sur YouTube. Je pense que c'est la meilleure chose que tu puisses faire. En tout cas, une petite action peut changer de grande vie. Ciao.